Dans cet épisode, on va essayer d'aller plus en profondeur encore dans la compréhension du marché et essayer de comprendre en fait qui sont les gens vraiment qui composent ce marché et ce qui les anime dans la vie, en fait, qui sont en profondeur. À la fin de l'épisode précédent, l'idée c'était de mettre en ligne la landing page qu'on avait créée, qui contenait le discours qu'on a écrit en fonction des frustrations et des motivations qu'on a observées sur le marché en le scannant assez rapidement. Maintenant que la landing page est en ligne, ce qu'il faut c'est comprendre quels sont les objectifs. L'erreur commune à éviter, c'est en fait de se dire qu'il y a un chiffre objectif qui va être une bonne performance. Genre, tu peux toujours finir par te demander est-ce que à combien de gens inscrits sur ma landing page j'ai réussi? À combien c'est un bon chiffre? L'intérêt il est pas là. L'intérêt il est jamais là dans une landing page. Il n'y a pas de bon chiffre. Le seul objectif de cette landing page est d'avoir des inscriptions et d'avoir des adresses mail et des points de contact avec les gens. C'est de pouvoir les contacter directement et de pouvoir leur parler en one-to-one. Et c'est ça le but. Le but, c'est de discuter avec eux pour comprendre ce dont ils ont besoin réellement. Et encore une fois, ça passe par des déterminants émotionnels. Et au-delà de les comprendre, il va falloir tester de leur vendre quelque chose. Soit de leur faire utiliser un service qui est gratuit, dans une petite partie des cas, soit essayer de leur vendre vraiment ton produit, même s'il n'existe pas encore. C'est là qu'on rentre dans un truc qui est important pour moi et qui est un peu personnel, mais je pense que c'est intéressant. C'est le téléphone. Le téléphone, c'est un truc qui générationnellement est un petit peu compliqué. Genre notre génération, un peu plus jeune, c'est compliqué de téléphoner. On a été habitué à écrire tout le temps, à s'envoyer des messages, à s'écrire sur Messenger, à s'envoyer des mails, etc. Mais en fait, le téléphone, on a toujours un peu peur de déranger, on a toujours un peu peur de cette conversation vocale et c'est toujours un peu bizarre de faire un appel au téléphone. Le truc, c'est que c'est vraiment super puissant pour tisser une connexion avec quelqu'un. C'est très difficile en fait quand tu as quelqu'un qui s'est inscrit sur une landing page pour un produit qu'il trouvait un peu intéressant, de le faire venir te rencontrer dans un bar ou dans un lieu de rencontre. C'est un petit peu compliqué, c'est un peu délicat. Par contre, closer un appel téléphonique et dire vas-y on s'appelle 1 heure à ce moment-là, c'est tout de suite plus facile. Et en fait le téléphone ça te permet d'avoir un pied dans la porte, ça évite de te faire ghoster. Et c'est ça qui est important, c'est que si t'envoies un email et que tu commences à discuter avec quelqu'un et que tu deviens un peu trop insistant et que tu poses des questions qui sont un peu gênantes ou quoi, il suffit que la personne arrête de te répondre et la conversation est rompue. Alors que si tu es au téléphone, tu peux faire une pirouette, tu peux faire une blague et tu peux juste enchaîner sur la conversation et voir justement ce qui va gêner les gens, là jusqu'où tu peux aller dans ton discours. Enfin, ça te permet vraiment de tester en live et de faire grandir un peu ton instinct pour ce que les gens ont envie d'avoir à travers le produit que tu veux créer. Et en fait, s'il y a un blocage, il faut le combattre. Genre, je pense vraiment que parler de vive voix à quelqu'un, ça a une valeur gigantesque quand tu essaies de comprendre et de faire preuve d'empathie vis-à-vis des gens pour essayer de savoir ce qui va être le meilleur produit à créer pour eux. Force-toi, quoi. Force-toi. Chez Menu Next Door, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais juste pas le choix et je composais un numéro de téléphone et puis j'espérais que ça réponde pas. Et puis ça répondait pas, j'étais content. Je composais un autre numéro de téléphone dans la foulée, ça répondait et puis hop, conversation, ça se passait toujours bien. Mais c'était un peu une angoisse, quoi. Ça peut être compliqué de se dire je vais aller déranger les gens dans leur vie, je vais aller leur prendre un bout de leur temps. Mais en fait, tu prends ce bout de leur temps pour pouvoir leur créer quelque chose qui va améliorer leur vie in fine. Et je pense que le téléphone a une vraie importance par rapport à ça. Une fois que tu as les gens au téléphone, qu'est-ce que tu leur dis? C'est bien beau de pouvoir leur parler, mais il faut savoir quoi leur dire. En fait, avoir une conversation avec eux, c'est l'occasion de discuter pour de vrai avec ces gens-là, pas que de ton produit en fait, mais de leur vie en général. Tu peux aussi leur demander ce qu'ils attendent de ton produit, mais le plus intéressant, c'est de comprendre un peu comment ils vivent, dans quelle situation ils sont, pour pouvoir dresser mentalement ce qu'on va appeler un persona en design, qui est vraiment genre la personne type qui va être utilisatrice de ton produit.
Pour ça, le mieux, c'est que je vous montre. Quand on a créé la formation Anyone Can Scale, j'ai appelé 50 personnes qui avaient précommandé la formation pour essayer de comprendre qui c'était, ce qu'ils faisaient dans la vie, pourquoi ils avaient précommandé Anyone Can Scale, etc. Donc on est vraiment dans cette situation-là. Quand tu arrives à avoir tes utilisateurs au téléphone, ou en tout cas les gens qui veulent potentiellement utiliser ton produit, c'est important de poser les bonnes questions. C'est important de mener la conversation pour arriver à toucher des choses qui sont émotionnelles et qui sont profondes chez les gens. Parce que le métier de création de produits, en fait, le fait de créer un produit, c'est un truc qui est profondément humain. Et donc, il faut comprendre vraiment qui sont les gens, pourquoi ils font les choix qu'ils font, et essayer d'aller le plus en profondeur possible. Pour illustrer ça, j'ai pensé que le mieux, ce serait de vous montrer un peu comment ça se passe quand moi je fais des calls. Donc là, j'ai quelques enregistrements d'appels téléphoniques que j'ai fait avec des gens qui avaient précommandé la formation Anyone Can Scale. C'est des gens qui ont payé 700 € pour précommander la formation, mais donc c'est l'équivalent de ce dont on parlait juste avant. En gros, on a mis une landing page en ligne, on a dit aux gens vous pouvez précommander dès maintenant si ça vous intéresse. Il y a quelques personnes qui ont précommandé et donc je me suis dit je vais les appeler toutes et discuter avec elles. Donc là, ce qu'on va écouter, c'est des enregistrements de ces appels téléphoniques et mon but c'est d'essayer de m'arrêter sur les choses qui sont intéressantes et qui sont importantes sur la bonne manière de mener la conversation. Oui, bonjour, je suis Valentin de Coup d'État. Comment tu vas? Ça va, merci. Déjà, je voulais te remercier pour avoir précommandé la formation. C'est cool. Bah non, mais tu sais, c'est moi qui suis content de te trouver cette formation. Justement, du coup, je voulais en savoir un peu plus sur pourquoi. Là, il y a un premier truc qui est intéressant. Donc en fait, quand j'amorce un appel téléphonique comme celui-là, mon but c'est d'être le plus sympa possible avec la personne. Bon après, c'est un truc qui est personnel, évidemment, ça dépend de ton business, ça dépend des gens à qui tu parles. Moi, j'aime bien essayer de faire une petite blague, dire une petite connerie. Et en fait, je commence toujours mes calls en remerciant la personne à la fois d'avoir, là en l'occurrence, précommandé la formation Anyone Can Scale, mais si c'est des gens qui sont juste inscrits sur une landing page, je leur dire merci de t'être inscrit et surtout merci de prendre le temps de discuter avec moi parce que je pense que c'est important d'instaurer directement dès le début de la relation le fait que ce qu'ils te font c'est un cadeau et que tu leur demandes de l'aide. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc qui est en fil rouge de toute la conversation, c'est que tu es là pour leur demander de l'aide et qu'ils te donnent des feedbacks et que tu vois ce feedback comme un cadeau pour les pousser à être honnêtes avec toi, en fait, de manière générale. Moi, pourquoi j'ai sauté sur l'occasion dès que j'ai vu la précommande? Je pense que j'ai vu le mail, j'ai dû commander direct après. Ça, trop bien. Ça, le contexte dans lequel la personne s'est inscrite, c'est hyper rare de l'avoir. Parce qu'en fait, très souvent, si tu poses la question aux gens, est-ce que tu te souviens comment tu as découvert le truc? Même si c'était récent, c'est souvent flou. Genre, ça peut être une pub Facebook, ça peut être machin. Là, elle nous dit direct, ouais, j'ai reçu votre mail, j'ai vu l'explication de la formation et j'ai précommandé tout de suite. Et ça a beaucoup de valeur déjà parce que encore une fois, c'est du contexte dans lequel la personne appréhende ton produit et c'est important de remettre cette personne dans le contexte. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent ils vont répondre oui, c'est moi qui suis content de l'avoir trouvé ou ça va régler un peu mon problème. Et là, c'est le moment où tu peux commencer à creuser dans mais pourquoi tu es content de trouver cette formation. Et donc là, on amorce en fait le début du call et c'est important de poser un cadre et d'expliquer pourquoi tu l'appelles. Et j'ai monté plusieurs boîtes, je me suis rétamé plusieurs fois. Enfin, j'ai eu la chance de me rétamer. Du coup, ça m'a permis d'apprendre vachement de trucs. Là, c'est une première phase qui est intéressante où je lui laisse faire le déroulé de sa vie complètement. C'est souvent la question, ça va être il y a des gens qui vont le faire plus naturellement que d'autres. Là, lui, par exemple, il est parti directement à raconter sa vie. C'est chouette. Il y a des gens qui va falloir pousser un petit peu plus. Une bonne question pour ça, c'est de demander raconte-moi ton histoire. Ça peut surprendre les gens et je trouve ça toujours intéressant de prendre un peu les gens au dépourvu et qu'ils se disent genre mais ça c'est une question que je m'attendais pas du tout qu'ils posent. Donc hop, les gens vont se mettre dedans directement et raconter leur histoire. Ça te permet en fait de voir assez facilement quelles sont les choses qui sont importantes dans leur vie et de pouvoir creuser sur ça un peu plus tard. C'est que je regarde des programmes qui sont du coup sur internet, sur YouTube, etc., sur votre chaîne. Maintenant, cette précommande, ce que j'attends de ça, c'est effectivement peut-être un suivi peut-être un petit peu plus pragmatique sur certaines... Là, ce qu'elle dit est bien parce qu'elle parle du fait qu'elle veuille quelque chose de plus pragmatique
que ce qu'elle a l'habitude de voir sur Coup d'État. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut comparer un peu au reste de ce qu'on fait. Mais en tout cas, elle compare et elle dit voilà ce que j'aime pas, voilà ce que j'ai envie de voir un peu plus. Et donc ça te donne déjà des pistes toi, pour savoir comment aborder la création de ton produit aussi. C'est intéressant. Et en fait, juste après, elle enchaîne en expliquant ce qu'elle veut pas voir, qui est une très bonne question à poser. Qu'est-ce que tu veux pas que ce soit? C'est une question qui est aussi bonne que, voire meilleure que qu'est-ce que tu veux que ce soit le produit. Puis je t'appelle en fait pour avoir un peu plus d'infos sur toi déjà, sur ce que tu fais, etc. Quelles sont tes problématiques. Et toi, tu dirais que c'est quoi les plus grosses problématiques ou les plus gros points de friction que tu as et sur lesquels tu voudrais gagner du temps? Encore une fois, il y a cette question-là qui est vraiment importante, qui est où est-ce que toi t'identifies des points de friction, où est-ce que toi tu sens qu'il y a des blocages, qu'il y a des frustrations. Peu importe la forme que ça prend, c'est important de demander juste de manière ouverte. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est un problème et pourquoi ce produit t'intéresse? Et donc, du coup, attends, c'est quoi? Cool, super. Je suis au téléphone, ma puce. On va. Là, il y a un truc qui est marrant, c'est que on rentre dans un moment qui est un peu personnel dans la vie de la personne, où il parle à sa fille, il dit je suis au téléphone ma puce, et en fait c'est aussi un truc important. Genre finalement, faut surtout pas voir tout ce qui peut se passer pendant le call comme des parasites. Il faut se dire genre là il y a un truc intéressant, c'est qu'il est avec sa fille, et potentiellement tu peux poser la question mais du coup t'as une fille, parce que c'est un prétexte à aller dans la conversation. Et souvent dans les relations familiales, donc est-ce que les gens ont des enfants, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce que dans quelle situation ils sont de manière générale, c'est des infos qui sont vraiment intéressantes, même si elles paraissent être un peu hors contexte, hors sujet. En fait, elles sont vraiment intéressantes pour comprendre qui sont les gens et internaliser un peu à qui on parle et essayer de faire preuve d'empathie, en fait, tout simplement. Après, est-ce que il y aurait un logiciel et les téléphones portables? Hacker les télés pour diffuser les trucs dessus? Alors, il y a un truc qui est important, c'est que dès que tu comprends pas quelque chose, il faut demander. Parce qu'en fait, c'est très facile dans un call comme celui-là de se perdre dans des informations. C'est difficile pour la plupart des gens en fait de raconter vraiment ce qu'ils font en sortant du prisme dans lequel ils sont. Et donc très souvent, ils vont te dire des choses qui leur paraissent évidentes et qui toi te paraissent pas du tout évidentes ou que tu comprends pas. Et montrer un peu la vulnérabilité de j'ai pas compris. Genre là, est-ce que tu peux préciser? Essayer de reformuler ce que la personne a dit, je pense que c'est des bonnes techniques qui te permettent en fait de montrer à la personne que tu es vraiment en train d'écouter ce qu'elle te dit déjà, donc de lui offrir l'opportunité de te donner plus de feedback sur qui elle est. Et en plus de ça, ça te permet toi de comprendre en fait vraiment ce qui se passe et de pouvoir faire le tour de la question complètement. comment je fais pour voilà, et du coup je fais un bon chiffre qui me permettrait de prendre des risques, parce que là ça fait environ 5 ans que je fais 150 000 euros de chiffre d'affaires à peu près par an. Ouais. Mais malgré tout, j'ai peur de mal investir cet argent, j'ai peur de prendre quelqu'un et de mal m'en servir, voilà. Là, il parle d'une peur. Une peur, c'est une expression d'émotion qui est très forte. D'ailleurs, c'est un très très bon call, c'est un très bon exemple parce que la personne est déjà prête à se livrer et c'est chouette. J'ai pas assez peu de travail pour creuser. Souvent, ce qui est difficile, c'est d'instaurer ce climat où la personne se sent bien pour pouvoir parler d'elle et parler de ses frustrations et de ses motivations. Là, on sent bien qu'il y a une frustration. Il dit je suis bloqué, je sais pas comment avancer, j'ai peur. Il exprime vraiment cette frustration et c'est ça qu'on doit chercher. Genre vraiment, dans tous les appels que tu cherches, il faut aller chercher le vrai déterminant émotionnel et la vraie honnêteté par rapport à ce que la personne ressent. J'ai peur de pas arriver justement à scaler ce service que j'offre à mes clients, de pas arriver à déléguer aussi. Et voilà, c'est là l'expression du plafond de verre, elle me parle parce que oui, j'ai l'impression d'être la joue contre là, c'est clairement ça. Là, c'est intéressant aussi parce que il parle du plafond de verre, qui est un des éléments de discours qui est sur la landing page d'Anyone Can Scale. Donc pour la landing page qu'on a créée rapidement sur Sketch et qu'on a codé et qu'on a mise en ligne pour voir si le produit intéressait les gens, et ben là, ça permet, en faisant un appel comme ça permet de repérer les éléments de discours qui ont intéressé et interpellé les gens quand ils ont vu la page.
Ça aussi c'est intéressant parce que ça va te permettre d'itérer en fait sur ta page, sur ta landing page, d'améliorer le discours en fonction de ce qui a touché les gens, de ce qui les a marqués. Donc là on sait après cet appel-là que l'expression plafond de verre, ton business arrive à un plafond de verre et on veut te faire casser ce plafond de verre grâce à la formation. Là on voit que c'est intéressant et qu'on va le garder dans le discours, c'est certain. Bah écoute, ok, trop bien. Alors, je vais devoir te laisser parce que j'ai un coin à 17h. En tout cas, merci pour tout ça, parce que du coup, j'ai une bien meilleure vision de ce que tu fais et de comment on peut t'aider un petit peu sur ça. Donc, c'est beaucoup d'inspiration, beaucoup d'exemples de ce qui peut se faire et de parler des problèmes que tu peux en rencontrer quand tu étais scaler ta boîte, quoi. La personne a parlé, a essayé, a dit un maximum de trucs sur elle. J'aime bien faire des calls d'une demi-heure en général, ça peut durer plus longtemps, ça s'étale, mais en général je fais des sessions où j'en enchaîne 7 ou 8 et en fait donc j'essaie de respecter mon timing. Là voilà, je termine le call en lui disant bon là je vais devoir te laisser, mais en tout cas merci. Et en fait c'est vraiment le truc le plus important pour finir un appel comme celui-là. C'est merci beaucoup d'avoir pris le temps, merci de m'avoir donné tous ces feedbacks, de m'avoir raconté ta vie, parce que c'est très précieux, c'est très utile et ça va nous permettre de créer un produit qui est à la hauteur de ce que tu attends. Ça, c'est important pour deux choses. La première, c'est que déjà tu lui ouvres la porte à ce que si tu lui redemandes un jour de te faire des feedbacks, il sera content parce qu'il sait que c'est utile pour toi et qu'il l'aide vraiment en faisant ça. Tu l'as pas juste appelé pour lui vendre quelque chose, tu l'as appelé vraiment pour prendre des feedbacks sur qui il est et sur ses attentes en fait par rapport à ton produit. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, il va se sentir faire partie un peu de la création de ton produit et que donc ça va être beaucoup plus facile de lui vendre. Encore une fois, la vente, ça n'est que de la relation, ça n'est que du relationnel. Et si tu arrives à tisser une relation avec les gens en même temps que tu prends leur feedback et que tu essaies de comprendre qui ils sont, ça va être beaucoup plus facile pour toi de le vendre à cette personne-là et potentiellement ça peut devenir tes premiers clients, tes premiers utilisateurs. Vu que tu as précommandé, tu es dans la newsletter de Anyone Can Sell. Donc on va te donner un courant par mail de quand ça sort, de comment on avance, etc. J'ai vu Oussama ce matin donc on a choisi les 6 boîtes qu'on va mettre en avant. Et là c'est la dernière étape du call. Juste après avoir dit merci d'avoir pris le temps, etc. Lui dire bon c'est quoi les prochaines étapes. Et les prochaines étapes, parce qu'il faut que ce soit clair aussi. Genre l'objectif c'est à la fois de comprendre qui il est et pourquoi il attend ce produit, mais en même temps de lui teaser un petit peu comment ça va arriver, de lui expliquer honnêtement dans quelle situation tu te trouves. Donc en gros, là je lui dis, genre on va commencer le tournage bientôt, on va te tenir au courant selon telle modalité et attends-toi à avoir quelque chose qui existe d'ici X temps. C'est important de dire ça parce que ça te permet de tenir un peu du bout de la main cette personne-là et pour qu'elle puisse suivre l'avancement de ton produit. Et ça te permet de l'inclure dans le truc et de lui dire bon, maintenant que j'ai pris de ton temps et que tu m'as vraiment aidé à comprendre qui t'étais et pourquoi on devait faire ce qu'on faisait, je vais être actif. Dire je vais être actif, établir un plan, parce qu'il n'y a pas plus de valeur pour cette personne-là qu'un plan que tu lui as exposé qui est vraiment exécuté. Si tu reviens vers lui un mois plus tard et que tu lui montres que tu as vraiment avancé comme tu lui avais annoncé, tu crées de la confiance. Et cette confiance, elle est hyper importante pour vendre ton produit. Tout ça pour dire, faire des calls, discuter avec les gens pour de vrai, avoir des vraies conversations profondes avec eux, ça te permet de comprendre qui ils sont. Et ça te permet en fait de créer de te forger une sorte d'instinct qui te permet hyper facilement de dire ça c'est la bonne décision, ça c'est pas la bonne décision, c'est sûr. Et ça passe principalement par beaucoup d'intensité et multiplier ces calls sur une courte période de temps pour en bouffer et juste internaliser tout ce que les gens vont te dire. Encore une fois, le truc important quand tu fais des calls, c'est l'intensité. Appelle 50 personnes en 3 jours. À la fin, t'en pourras plus pour 2 raisons. Déjà, c'est hyper fatigant de tenir une conversation et de prendre des notes en même temps, d'être très actif en termes d'écoute. C'est très fatigant. Et surtout, au bout d'un moment, les gens ils vont tout le temps te parler des mêmes choses. Et quand tu arrives à ce point-là, quand tu arrives à ce point où tu as l'impression de plus rien apprendre d'un call sur l'autre,
ça veut dire que tu as fait le tour de la question et qu'en fait tu sais à peu près quels sont les profils types que tu vas avoir dans ta cible, tu sais quelles sont leurs frustrations, leurs motivations, encore une fois, tu sais quelles sont leurs problématiques, tu peux établir un cheminement de leur journée, enfin il y a vraiment plein de choses que tu peux commencer à faire dans ta tête une fois que tu as fait le tour. Et c'est pour ça qu'il faut être intense, il faut appeler un maximum de gens. Moi j'adore le faire en sprintant. Genre je me mets 2 jours de call et je fais 24 calls en 2 jours, tu vois. Et genre vraiment ça devient vraiment intense. Tout l'enjeu quand tu es au téléphone avec tes utilisateurs, c'est en fait de poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, c'est tout un art. C'est vraiment une discipline particulière. C'est assez marrant parce que quand j'étais à l'école, j'avais un prof qui enseignait la questiologie, qui est une discipline qu'il avait inventée. Il s'appelle Frédéric Fallis. Tu peux aller checker si tu veux. Tout l'intérêt de la questiologie, c'était de dire, en management, il y a des bonnes questions à poser et des mauvaises questions. Et en fait, ce qui est vrai en management est vrai aussi dans un contexte comme celui-là où on cherche à comprendre qui sont les gens vraiment qui vont utiliser le produit. Les bonnes questions, c'est les questions ouvertes. Il y a des petites techniques en fait pour transformer des questions fermées en questions ouvertes. Par exemple, il faut remplacer toutes les questions qui commencent par « est-ce que » par dans quelle mesure ou en quoi. Ça fonctionne très très bien. En fait, tu passes de est-ce que t'aimes bien cuisiner, par exemple, à en quoi t'aimes bien cuisiner. Ça change tout parce que du coup la réponse est complètement différente, beaucoup plus ouverte et ça laisse la liberté aux gens d'exprimer leur réponse avec leurs propres mots plutôt que de les guider toi sur le chemin que tu as déjà tracé. Parce que c'est ça tout le truc qui est le plus difficile, c'est que tu as forcément des idées pendant que tu es au téléphone avec eux, que tu as envie de leur imposer ces idées-là, mais toi il faut que tu les laisses libres de s'exprimer complètement. Ce qui est difficile en fait, c'est aussi de pas imposer ton cheminement de pensée aux gens. Parce qu'en fait, tu as forcément des idées, tu as forcément toi-même des frustrations et des motivations que tu éprouves et tu as envie de dire aux gens est-ce que tu es d'accord avec ce que je te propose. L'intérêt dans ce cadre-là, c'est de leur laisser le champ libre pour qu'ils puissent exprimer complètement comment ils se sentent et comment ils voient les choses pour que tu puisses toi détecter des situations auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Et en fait, il faut arriver à se détacher de ça. Un autre truc qui est important, c'est que plus tu touches à du personnel, à de l'intimité, mieux c'est. Parce qu'en fait, tu tisses une relation avec eux ou avec elles. Et c'est aussi comme ça que tu les convertis en clients. Genre, il n'y a pas de secret. La vente, ça n'est qu'une histoire de relation, ça n'est qu'une histoire de relationnel. Et si tu arrives à tisser une relation, j'irai pas jusqu'à dire intime, mais presque amicale avec eux, ça va être beaucoup plus facile de leur vendre quelque chose parce qu'ils vont te faire confiance. Donc, dans ces appels téléphoniques, il y a tout cet enjeu-là. Poser les bonnes questions et essayer de faire des gens un peu tes amis ou en tout cas des gens avec qui tu tisses une relation de confiance. L'intérêt de les faire parler un maximum, c'est que tu vas pouvoir détecter les opportunités produits. Et donc là, on revient enfin à la création du produit. Parce qu'en fait, dans toutes ces conversations, de nouveau, on va parler de frustration. Si tu arrives à détecter dans une conversation téléphonique comme celle-là, que les gens expriment une frustration extrême, tu as une opportunité produit. Les meilleurs business, ils découlent très très souvent de désespoir profond. Genre vraiment il y a des gens qui sont désespérés et on règle pas leurs problèmes. Et si toi tu viens et que tu crées un produit qui règle ce problème-là, qui crée un désespoir, tu as forcément quelque chose de très fort. Tu as forcément des gens qui vont vraiment aimer ce que tu proposes. Un bon exemple, c'est Fempo. Fempo, elle crée des culottes menstruelles qui permettent aux femmes de ne pas avoir à porter de protection hygiénique autre que la culotte pendant leurs règles. Salut Claudette. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Cool, ça va très bien. Donc tu es la cofondatrice de Fempo, vous faites des culottes menstruelles. Ouais. J'aimerais bien qu'on discute en fait du problème que vous avez détecté à la base qu'ont les femmes vis-à-vis de leurs règles en fait et ensuite quand vous avez créé la solution par rapport à ça. Okay. Vous, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un peu le contre-exemple de ce que je dis régulièrement. Vous n'avez pas commencé par une landing page, vous avez commencé par un questionnaire. Ouais. Et ce questionnaire vous a permis de détecter une espèce de désespoir quoi, dans votre cible. Donc à la base, de quoi c'est parti tout ça?
Ok. Ben, c'est plutôt simple. Au début, c'est parti un peu de ce que nous, on entendait sur les médias, un peu, on va dire, un bouillonnement qui se faisait autour du sujet des protections hygiéniques classiques, donc tout ce qui était jetable, à savoir si c'était toxique ou pas. À travers différents reportages, écritures, on sentait qu'il y avait une prise de conscience qui commençait à avoir lieu, que les femmes se rendaient compte qu'en fait, il y a des produits qui étaient archi-toxiques, qui correspondaient pas nécessairement à leurs besoins à eux, ou même le respect de leur santé. Et donc avec Fanny, on s'est dit, tu vois, on était plutôt curieuses nous aussi. Moi, venant d'arriver à Paris, j'étais très curieuse à savoir comment ça se fait que ce sujet n'est pas encore abordé. Et on s'est dit, comment mieux faire que juste aller chercher l'information. Et vu qu'on n'était pas nécessairement dans des réseaux, on va dire, de santé ou de quoi que ce soit, on s'est dit, on va utiliser ce qui est à disposition. On va aller en ligne, sur Facebook à l'occurrence, et on va directement poser des questions. Donc, comment on pose des questions sur Facebook, déjà tu commences par un questionnaire, mais tu essayes de trouver des gens qui sont aptes à y répondre, parce qu'on sait que c'est un truc qui, très souvent, on pose des questions, genre je fais mon master, je fais telle et telle étude, truc machin, et on s'est dit, on va pas faire un truc lambda, on va quand même présenter à la vue de ce qui se passait, pourquoi aujourd'hui on veut en savoir un peu plus. Et aussi un questionnaire qui permettrait aux gens de pas juste répondre oui ou non, vrai ou faux, mais de leur donner un espace à eux aussi, de dire, tu vois, mot pour mot, qu'est-ce qui se passe dans ma life, quoi. Comment je vis mes règles, comment je vis les produits que j'utilise. Et on a consciemment, vu qu'on n'avait pas du tout d'idée de produit en soi, même s'il y avait un petit peu de murmure de quelque chose, on s'est dit que plutôt que de poser un produit en avant et dire, voici une solution, est-ce qu'elle vous convient, on allait plutôt repartir de la cliente et le constat de qui était cette personne. Donc c'était une dizaine de questions, plutôt rapides, assez simples, où on ne parle absolument pas de produit, mais vraiment d'une expérience. Donc, quelle est ton expérience durant tes règles? Déjà, avant même, as-tu tes règles? Parce qu'en fait, ça élimine des gens. Mais c'est tout bête, mais tu vois, il y a des gens qui posent même pas cette question-là. Donc, une fois qu'on a évalué et dire, qu'est-ce que tu utilises comme produit? Est-ce que tu en es satisfaite? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels, tu tiltes par rapport à des dangers ou des peurs que tu aurais? Et en fait, plutôt que les questions fermées, qui elles sont importantes pour ensuite segmenter les gens, c'est vraiment l'espace qu'on a donné pour juste les réponses open-ended, genre juste dis-moi comment tu vis cette période. Et nous, au début, on s'est dit, peut-être qu'on va avoir, je sais pas, une petite centaine de réponses ou un truc du genre. Et en fait, tu reçois un tsunami de réponses. 3000 personnes plus tard, tu dis, what? Déjà, le sujet doit être adressé. Du coup, donc vous observez le marché à la base. Ouais. Genre, vous détectez qu'il y a des frustrations. Vous vous dites qu'on va leur demander un peu comment ça se passe, en fait, le contexte de tes frustrations et dans quel contexte elles arrivent. Vous faites le questionnaire, vous l'avez partagé où? Genre sur vos profils Facebook ou? Non, parce que déjà Fanny et moi, on est un peu, très pas illettré sur Facebook, mais franchement, moi je pense que j'avais 80 amis et c'était vraiment 80 personnes que je connaissais for real. Donc c'est pas mes 80 potes de Montréal qui vont m'aider, même s'ils sont super sympas. Idem avec Fanny. Donc en fait, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait aller dans des espaces où est-ce que les gens ne nous connaissaient pas. Et je pense que c'est même une bonne façon de faire les choses parce qu'en fait, tes potes, ils vont toujours, ils vont t'encourager, quoi. Ils vont le remplir, faire ça speed, juste pour dire ouais, go Claudette, c'est trop sympa ton projet. Mais en fait, nous, on s'est confrontés à un public qui ne connaissait pas du tout. À l'occurrence, c'était des groupes un peu publics, tu vois, dans les grandes villes de France, Still Wanted. Je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, mais tu vois, il y a 2 ans, tu pouvais encore poster un truc et juste expliquer en 3 lignes qui tu étais, pourquoi tu faisais ça. Et c'est ce qu'on a fait. Après, je t'avoue, on a quand même, on est allé assez fort sur tous les groupes. Je pense que je me suis inscrit à genre 50 groupes en une journée en mode demande. Et encore une fois, c'était un peu à une échelle humaine, ces groupes-là, il y a 2 ans, donc ça prenait peut-être 2-3 heures qu'on m'accepte. Et j'ai aussi, je crois, été smart parce que j'ai aussi contacté les modérateurs. Et je leur ai expliqué pourquoi je faisais ça, plutôt que de me faire griller au bout de 2 heures. Et tu vois, après, c'est des gens qui deviennent vénères et tu veux pas non plus te mettre à dos un groupe qui peut-être plus tard va t'aider. Donc, on a commencé dans les groupes Still Wanted. Et je pense que, encore une fois, ce qui est arrivé, c'est un sujet qui était si peu traité que les meufs, elles attendaient que ça, en fait. Elles attendaient
que quelqu'un leur pose la question. Et c'est ce qu'on a vu en plus dans les témoignages. C'était plutôt que de dire, même celles qui étaient, on va dire, satisfaites ou ça allait, elles nous répondaient, mais merci de m'avoir posé la question, quoi. Ça fait... personne m'a demandé comment je vivais ma période de règles. Et surtout, celle qui était en galère, elle, c'était encore pire. Elle disait, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans que j'ai mes règles et je suis pas bien. Et personne m'a posé la question. Il y avait un message un peu, on a besoin de votre aide ou un truc comme ça ou... Je me souviens pas. Ce que je dirais, c'était peut-être pas on a besoin de votre aide, mais on essaye de comprendre, en fait. Et c'est toujours un peu le process qu'on a utilisé avec Fanny, c'est qu'on s'est dit, on va poser des questions comme si on n'avait jamais eu nos règles nous-mêmes. Donc je veux comprendre, je veux valider s'il y a en effet un problème. Et je pense que c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit en fait dans ces groupes-là, et c'est pour ça que les gens ils veulent pas trop répondre, parce qu'ils se disent, t'as déjà ton produit en tête, t'as déjà validé ton truc, tu veux juste que je te dise... tu vois, un pouce en l'air, genre ouais c'est good, ton idée c'est la bonne. Nous au contraire, je pense qu'on a eu une approche qui était, j'y connais rien en fait, j'ai jamais eu mes règles, je sais pas c'est quoi un tampon, meuf dis-moi que ça ou ça va pas. Et donc je pense que c'est ça qui a aidé aussi, juste pour permettre aux gens de vider leur sac si tu veux. Ok. Tout ça pour dire que si tu règles un problème qui désespère vraiment les gens, c'est très facile en fait de leur vendre. Parce que même s'ils sont pas nombreux, ils sont conscients qu'ils ont ce problème-là, ils sont conscients que ça leur pourrit un peu la vie, et donc si tu arrives et que toi tu leur proposes une solution à ce problème-là, c'est hyper facile de leur dire vas-y, achète mon produit, et c'est aligné et tu te sens même pas mal de leur vendre parce que tu règles vraiment un problème qu'ils ont. En tout cas, cet exercice-là de parler à ta cible, d'arriver à rassembler des gens et à faire en sorte de leur parler concrètement de qui ils sont et essayer de dresser un profil de qui sont les gens qui vont acheter ce que tu fais, c'est un travail qui est extrêmement important et qui est trop souvent négligé dans la création d'un produit. Souvent, on veut se lancer dans le concret, on va aller faire des maquettes, on va aller coder, on va aller voir des usines pour créer un produit physique, etc. Alors qu'en fait, la première étape, elle est profondément humaine et elle est de comprendre qui sont les gens à qui tu vas t'adresser et pour qui tu vas créer. On fait du business, on est là pour créer pour des gens, pas juste pour se faire plaisir. En fait, de toutes ces frustrations et ces motivations et de la compréhension profonde de qui sont les gens, tu vas pouvoir en tirer des idées de produits, des idées de business, des idées d'angle, de comment attaquer la résolution de problèmes. Il y a plein de choses qui peuvent en découler. Il y a un truc qui me fascine vraiment, qui est à la base un problème qu'on avait chez Coup d'État, qui est le problème des sous-titres. Les sous-titres, on a fait tout l'exercice de départ qui était justement essayer de valider l'intérêt des gens. J'ai parlé à des dizaines de personnes qui avaient ce problème de sous-titres. Donc c'est tous les marketeurs qui font de la pub sur Facebook et sur Instagram et sur les réseaux de manière générale. Parce qu'en fait, 90% des vidéos qui sont regardées sur Facebook sont regardées sans son. Donc il faut des sous-titres, et aujourd'hui créer des sous-titres c'est un enfer, il y a un désespoir profond. Genre à chaque fois que chez Coup d'État on veut créer des sous-titres pour faire nos miniatures, pour faire les petits extraits vidéo qu'on poste sur Instagram ou sur Facebook, ça nous prend 4 heures. Parce que soit on les fait sur YouTube, soit on les fait sur Premiere Pro, soit on les fait sur différents logiciels, mais il n'y a rien qui soit vraiment adapté et bien foutu. Et il y a un désespoir. Et je suis pas le seul, on n'est pas les seuls chez Coup d'État à avoir éprouvé ce truc-là. Et donc on a été voir d'autres gens et on a essayé de comprendre qui ils sont. Et allez-y quoi. Genre si vous voulez faire ce business, je vous y invite grandement. Si vous voulez créer un logiciel qui permet d'éditer facilement des sous-titres. Je parle même pas d'autocomplétion, je parle même pas de forcément faire du voice to text, pré-remplir les sous-titres, etc. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est un truc avec une bonne expérience dans lequel tu peux venir et sans avoir à faire play, pause, 1 milliard de fois, créer des sous-titres. Ça, c'est un vrai désespoir. Ça, c'est une vraie observation et c'est ce genre de truc-là que tu dois chercher quand tu fais des calls à tes utilisateurs pour pouvoir les comprendre vraiment.